Comme vous pouvez le voir sur les graphiques à l'écran, le président Trump a déployé beaucoup de puissance navale et de Marines près du Venezuela. Cette région devient très rapidement un point chaud et peu de gens y prêtent vraiment attention. Nous avons le croiseur lance-missiles guidé, United States Ship Lake Erie, le destroyer lance-missiles guidé, United States Ship Samson, le destroyer lance-missiles guidé, United States Ship Gravely, le destroyer lance-missiles guidé, United States Ship Jason Dunham et la United States Ship Newport News. Sous-marin d'attaque rapide. En plus de cela, nous avons de nombreux drones, davantage de moyens aériens et d'autres ressources de la garde côtière, et sans oublier environ 3000 Marines. Maduro exploite cette montée en puissance pour galvaniser les Vénézuéliens qui le soutiennent encore, comme montré dans l'introduction. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte pourquoi les États-Unis déploient autant de puissance de feu dans cette région. Et la raison derrière cela est simple. Maduro est l'un des plus grands trafiquants de drogue au monde, et ces drogues arrivent aux États-Unis et en Europe. C'est pourquoi, pour en savoir plus à ce sujet, j'ai décidé de parler à quelqu'un qui en sait beaucoup plus sur le Venezuela que nous tous. Et mes questions étaient simples. Depuis combien de temps le Venezuela fait-il cela? Et vont-ils arrêter? Écoutons cette conversation maintenant. Le président Trump fait pression sur le régime Maduro depuis son arrivée au pouvoir. Ce n'est pas seulement les navires de guerre, il a aussi renforcé les sanctions contre le Venezuela. Il a aussi offert une prime de 50 millions de dollars pour capturer Maduro. Comment Maduro réagit-il? Son régime est-il si faible? Il ne faut pas sous-estimer la capacité de Maduro et du régime vénézuélien à résister à la pression, n'est-ce pas? Le chavisme dirige depuis 26 ans. Ce n'est pas un hasard. Ils ont construit un État totalitaire qui contrôle chaque aspect, chaque partie de la société. Nous parlons de Maduro lui-même. Il a pris le pouvoir en 2013, Chavez a pris le pouvoir. Et lui aussi était un dictateur. Il est important de préciser qu'il a pris le pouvoir en 1999. Il a remporté une élection, puis il a instauré un régime, un État totalitaire. Après son décès, Maduro a pris le pouvoir en 2013. Il a survécu à d'énormes manifestations en 2014, 2017, 2019, 2024 et 2025. Nous avons également vu des manifestations. Il a survécu aux sanctions économiques et même à des soulèvements militaires, notamment le 30 avril 2019. Il a donc réussi l'année dernière à voler une élection, même s'il n'avait le soutien que de 30% de la population vénézuélienne. Aujourd'hui, la situation paraît différente. Il semble qu'au moins cette pression soit un type de pression que Maduro et le Venezuela n'ont jamais connu auparavant. Vous savez, nous parlons d'Axios qui rapportait en fait que nous n'avons jamais vu, ou que les États-Unis n'ont jamais été aussi proches d'un conflit direct avec le Venezuela. Et bien sûr, cela en dit long sur ce qui se passe. Nous parlons de 3 destroyers, d'un porte-avions, d'un sous-marin nucléaire. Et cela coûte en fait environ 13 milliards de dollars pour mobiliser ces équipements afin d'essayer de lutter contre les cartels. Alors, le régime de Maduro est-il fort? Oui, il l'est. Il est contrôlé par les armées. C'est un État ARCO. La raison pour laquelle ils sont toujours au pouvoir n'est pas parce qu'ils ont le consentement du peuple vénézuélien, mais parce qu'ils ont réussi à construire un État totalitaire. Là-bas, si vous vous exprimez contre le régime, vous allez en prison ou vous pouvez être tué. Ils contrôlent les réseaux sociaux. Si vous tweetez quelque chose qui leur déplaît, ils vous attaquent. Rien que d'avoir cette conversation, la conversation que vous et moi avons en ce moment. Si nous étions au Venezuela, nous serions tous les deux en danger. Si j'étais au Venezuela, je serais en prison. Mais nous pouvons en parler un peu plus tard. J'ai un cousin qui est allé en prison. Alors, ils ont créé un gouvernement énorme, très puissant. Un État totalitaire qui n'autorise pas les libertés individuelles, qui n'autorise pas la liberté individuelle, et qui ne se maintient que par la force. Ainsi, les actions que l'administration Trump et le gouvernement américain ont mises en œuvre ces derniers jours sont des sanctions diplomatiques, des sanctions économiques, des pressions politiques. Mais même les mouvements militaires constituent un nouvel épisode ou un nouveau chapitre dans ce conflit qui est si particulier, qui est si important. Nous devons comprendre que malheureusement, le régime Maduro reste très fort. Est-ce qu'il dort mieux aujourd'hui qu'il y a 1 an, 2 ans, 5 ans? Non, ce n'est pas le cas.
En fait, le gouvernement américain offre 50 millions de dollars pour toute information pouvant mener à son arrestation. Bien sûr, cela crée des incitations pour les personnes autour de Maduro à le trahir, et cela ne le met pas à l'aise. Mais en même temps, nous devons réaliser que ce ne sera pas facile, vous savez, d'obtenir la liberté au Venezuela, d'essayer d'avoir un changement de régime. Ce ne sera pas facile parce que Maduro, en fait, a réussi à gérer d'autres situations difficiles par le passé. Pas aussi difficiles que celle-ci, mais c'était quand même difficile. Et oui, nous allons parler de votre histoire. Parce que, en tant que personne qui n'a vécu que dans des démocraties, le peu que je sais sur vous, c'était vraiment choquant. Le public voudrait sûrement en savoir plus, mais d'abord, vous évoquez comment Maduro a surmonté des difficultés. Et en 2019, il y a eu une tentative de coup d'État, et d'après ce que j'ai lu, il semble qu'il ait été très près de perdre le pouvoir. Et sur cette chaîne, nous suivons beaucoup la Russie, la Chine. Nous avons suivi l'invasion russe, et peut-être que je me trompe et vous pouvez me corriger. Vladimir Poutine a grandement contribué à maintenir Nicolás Maduro au pouvoir en 2019. Si vous en savez plus, pouvez-vous le partager avec le public? Maintenant, avant de passer à la réponse, un petit rappel à tout le monde d'appuyer sur le bouton s'abonner juste en dessous. À mesure que la chaîne grandit, cela nous permet d'inviter davantage d'experts comme celui-ci. Ainsi, vous obtenez les informations les plus précises. Passons à la réponse. Oui, totalement. Donc la Russie, vous voyez, c'est drôle parce que les gauchistes et même certaines personnes de droite sont très opposées à l'intervention des États-Unis. Quoi que cela veuille dire, car cela peut signifier différentes choses selon qui critique ou soutient cette affirmation. Ils disent toujours « laissez le Venezuela tranquille ». Les États-Unis interviennent toujours dans ces pays, mais jamais de l'intervention chinoise ou russe n'est évoquée. Ceci est très dangereux, en raison de la nature de ces régimes, non seulement pour l'Amérique du Sud et des pays comme le Venezuela, mais aussi pour les États-Unis. Imaginez à quel point il est dangereux pour les États-Unis d'avoir un pays qui est une dictature, qui est un narco-État, et qui possède des services de renseignement russes. À 3000 miles de la Floride, juste dans votre arrière-cour, vous voyez. Donc oui, la Russie est profondément impliquée au Venezuela, l'Iran aussi, la Chine également. Donc, les ennemis des États-Unis collaborent avec le régime de Maduro. De quelle manière? Au moins avec la Russie. Eh bien, des entreprises russes ont investi au Venezuela et dans le pétrole. Le Venezuela a reçu du matériel militaire de la Russie. Le Venezuela a reçu des renseignements russes et des renseignements stratégiques au cours des 2 dernières décennies. Donc, nous parlons d'une véritable intervention de la Russie au Venezuela qui, bien sûr, a de mauvaises intentions. En mai de cette année, en mai 2025, la Russie et le Venezuela ont signé un contrat de partenariat. Il est donc plus important que jamais, surtout avec le conflit que nous avons en Europe de l'Est, que les États-Unis comprennent que c'est notre zone d'influence. Les États-Unis ne devraient pas laisser la Russie intervenir au Venezuela ni garder leur pouvoir actuel. Et ce n'est pas seulement la Russie. Comme je l'ai mentionné, c'est aussi la Chine, par exemple. La Chine a prêté au Venezuela plus de 60 milliards de dollars au cours des dernières années. Et l'argent que le Venezuela rend à la Chine, ce n'est pas en espèces ou en argent réel, mais en pétrole. Alors imaginez à quel point le Venezuela est important pour la Russie. Donc, si nous voulons que les États-Unis soient plus forts, si nous croyons vraiment aux valeurs occidentales, si nous comprenons que même si nous n'avons pas un système ou un gouvernement parfait, nous sommes bien meilleurs que le système que la Russie a ou que ce que la Chine promeut. Il est également important pour nous de comprendre que nous devrions dominer cette zone, cette région. Et pour ceux qui m'écoutent, qui en ce moment m'accuseraient probablement d'être un néoconservateur ou de demander une intervention des États-Unis. Je pense qu'il est dans l'intérêt des États-Unis, et non par esprit de sacrifice, de trouver une solution au Venezuela. Si vous voulez des États-Unis d'Amérique plus sûrs, si vous voulez un hémisphère occidental plus sûr, bien sûr, il faut essayer de neutraliser un régime qui est un État anarchique et qui opère, collabore avec vos plus grands ennemis. Ça a du sens, et maintenant je ne sais pas si je sais. Nous avions entendu que la Russie fournirait au Venezuela le missile Orushing, mais cela semble finalement faux.
Je me demande si vous avez d'autres informations sur un possible soutien accru de la Russie au Venezuela depuis l'entrée en fonction du président Trump. Oui, donc c'est une rumeur. Cela n'a pas été confirmé, mais je ne serais pas surpris. Vous savez, la Russie, pas seulement maintenant sous Poutine, même l'Union soviétique, nous connaissons les liens qu'ils avaient avec Cuba. Ils sont en fait très dangereux, mais ils sont aussi très intelligents. En fait, c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Ils comprennent que le fait d'avoir des alliés dans cette partie du monde, dans cette région, c'est une façon de montrer leur force, c'est une façon de montrer leur puissance face aux États-Unis. Et une erreur que je pense que nous avons commise, ou que les États-Unis, les deux parties parfois, ont commise, c'est de sous-estimer l'impact que cela pourrait avoir. Ce n'est pas seulement la drogue, même si elle compte beaucoup. Il ne s'agit pas uniquement d'organisations criminelles comme Trinaragua, actuellement aux États-Unis, et ayant tué des citoyens américains. Nous parlons même de renseignements. Imaginez, lors d'un futur conflit, avoir cela à 3000 ou à seulement 90 miles de chez vous. Quand on parle de Cuba, un pays qui est un allié de vos plus grands ennemis. Vous savez. Donc, je n'ai pas vraiment cette information pour confirmer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, c'est certain, la Russie a envoyé du matériel militaire au Venezuela. Ils ont aussi envoyé de l'argent. Des entreprises russes sont impliquées dans le pétrole vénézuélien. Ils ont aussi aidé au niveau du renseignement. Donc, oui, quand on parle du Venezuela, de lutter contre le Venezuela et de lutter pour la liberté, on parle des intérêts des États-Unis. Pour essayer de tenir vos plus grands ennemis hors de votre région. Bien sûr, beaucoup oublient que Porto Rico, territoire américain, est le point de départ des navires de guerre vers le Venezuela. Comme vous, ils sont allés sur la côte depuis Porto Rico. Nous avons une base là-bas, sur le territoire que Maduro a menacé récemment, affirmant vouloir envahir Porto Rico. Oui, c'est vrai. Il a dit qu'il voulait. Ça paraît tellement fou, non? Il dit tant de choses. Et il se passe tellement dans le monde qu'on avait oublié cela. Mais juste après l'élection en 2024, en juillet, c'était probablement en août ou en septembre. Il a bien dit qu'il voulait. Il n'a pas dit envahir, bien sûr. Il a dit qu'il voulait libérer Porto Rico de l'intervention des États-Unis. Donc je pense qu'à l'époque, l'administration Biden a probablement sous-estimé ces déclarations. Mais, vous savez, en fait, nous ne devrions pas sous-estimer le régime vénézuélien. Cela a aussi été prouvé, car les gens pensent qu'au Venezuela, comme la population meurt de faim et est pauvre, le gouvernement l'est aussi. Il ne représente pas vraiment une menace. Les Vénézuéliens souffrent peut-être de la faim, mais le gouvernement détient les plus grandes réserves de pétrole. C'est aussi un narco-État qui, l'an dernier, a gagné 8 milliards de dollars uniquement grâce à la cocaïne et au trafic de drogue. Il a donc été prouvé, étudié et enquêté que le régime vénézuélien a soutenu des partis politiques partout dans le monde. Des partis politiques de gauche très radicaux existent partout dans le monde, notamment en Espagne, en Colombie ou au Mexique. Donc je pense vraiment. Et en fait, le département d'État a enquêté là-dessus et ils le confirment aussi. Maduro a envoyé des criminels aux États-Unis. Donc Maduro n'est pas du genre à tuer des Vénézuéliens ou à être assoiffé de pouvoir. Laissez-moi tranquille. Non, en fait, le régime vénézuélien a une grande intention de s'en prendre à d'autres pays, au système politique des autres. Et il essaie d'être décisif, d'essayer de changer, ou au moins de causer du tort dans ces domaines, dans ces endroits. Bien sûr. Et puisque nous parlons du traitement des citoyens par le régime de Maduro, vous êtes né dans le pays, n'est-ce pas? Vous étiez étudiant en médecine et aspiriez à devenir médecin, mais un choix s'est présenté à vous. Là-bas, ils refusaient que vous prêtiez le serment d'Hippocrate, contrairement aux médecins ailleurs. Ils voulaient que vous prêtiez serment au parti. Pouvez-vous raconter cette histoire? Oui, je suis né et j'ai grandi au Venezuela, d'où mon accent. J'ai déménagé aux États-Unis et appris l'anglais ensuite. Mais je suis d'abord venu aux États-Unis en vacances, juste en vacances, quand j'avais 6 ans. La situation au Venezuela se détériorait, mais moins qu'aujourd'hui. Et mes parents, grâce à un travail acharné et honnête, ont réussi, tu sais, à emmener mon frère et moi en vacances. C'est le rêve de tout enfant. Nous sommes allés à Orlando, j'ai visité Disney. Incroyable. Je parle de ce voyage car c'était ma première fois aux États-Unis. Cela a bouleversé ma vie. Enfant,
J'ignorais tout de la politique et de l'économie. Je savais juste que j'étais témoin de quelque chose de remarquable. Je savais que ce pays avait quelque chose, vous savez, la liberté. Peut-être que je ne connaissais pas vraiment le terme, mais les gens faisaient quelque chose de différent qui fonctionnait. Je suis alors devenu obsédé. Pourquoi les États-Unis réussissent-ils alors que le Venezuela échoue? Je veux que mon pays soit aussi prospère que les États-Unis. Je voulais essayer de faire quelque chose. Donc quand j'étais adolescent, j'ai commencé à, vous savez, lire davantage. Je posais mes yeux sur tout ce que je pouvais trouver. J'ai lu John Locke, Milton Friedman, Ayn Rand, Mises. J'ai exploré, vous savez, les idées libertariennes conservatrices sur la liberté. J'ai lu des analyses de la Déclaration d'indépendance et des études sur la Constitution des États-Unis. Et j'étais encore au Venezuela, n'est-ce pas? J'ai donc choisi l'activisme politique et fait beaucoup de choses imaginables. J'ai dirigé des manifestations politiques. J'ai prononcé des discours dans plusieurs collèges et universités. Un de mes discours s'appelait en fait « Défendre le capitalisme », où j'expliquais pourquoi les idées de marché libre fonctionnent et comment elles améliorent ou augmentent la liberté individuelle. Mais cela avait un coût. Donc à ce moment-là, en même temps, même si c'était très différent de la politique, j'étais à la faculté de médecine. Je voulais devenir médecin. Et j'ai eu quelques débats avec des professeurs avant de prendre certains risques. Nous parlons de l'éducation publique. Pour devenir médecin au Venezuela, vous devez aller dans des écoles publiques. Il n'y a pas d'université privée pour la faculté de médecine, donc j'ai débattu avec des professeurs dans le passé. J'ai eu quelques soucis, quelques problèmes. Bien sûr, ils ne m'aimaient pas à cause de mes idées, et parce que j'étais quelqu'un toujours prêt à m'exprimer. Mais un jour, il y a eu le directeur de la faculté de médecine dans mon université, qui a donné une conférence, en gros, où il parlait de politique. Il soutenait le gouvernement, il défendait des idées socialistes. Et en même temps, il a dit que lorsque nous serions diplômés, il voulait changer cela. Il voulait changer le serment que les médecins doivent prêter, doivent faire. Il a dit qu'il allait vraiment travailler dessus. Parce qu'en parlant aux étudiants, en nous parlant, il disait « Vous devez prêter un serment socialiste au lieu d'un serment d'Hippocrate. » Et bien sûr, j'ai levé la main, je l'ai contredit, j'ai dit que c'était une idée terrible et horrible. En fait, le fait que la salle de classe ait l'air aussi mauvaise et aussi terrible, c'est à cause du système d'éducation publique au Venezuela. Le fait que vous ne puissiez pas parler librement. En ce moment, des médecins vont en prison simplement pour avoir signalé le niveau de crise auquel ils sont confrontés. Alors que des enfants meurent de faim. J'ai donc débattu avec lui et parlé de politique. Et il s'est immédiatement arrêté, et il a dit « Tu es expulsé de l'université ». Alors il m'a emmené dans son bureau, où il a dit « Voilà un socialiste à l'université chavista. Si tu n'aimes pas ça, va à Harvard ». Bien sûr, il était complètement et totalement sarcastique avec moi. Et il a même envoyé la garde nationale à mes trousses. Si je ne quittais pas son bureau, il a dit « Je vais appeler la garde nationale tout de suite ». Et j'ai quitté son bureau. Et quelques jours plus tard, mon cas est devenu viral parce que les étudiants en parlaient. Et Maria Corina Machado. Je ne sais pas si tu la connais ou si ton public la connaît, mais c'est la dirigeante de l'opposition vénézuélienne. Je travaillais avec elle au Venezuela. Donc elle a publié une photo concernant mon cas. Elle a parlé de mon cas. Donc mon affaire est devenue complètement virale. Et le gouvernement en a parlé. En fait, ils en ont aussi parlé au Congrès, et ils ont dit oui. Nous avons expulsé Franklin Camargo, mais la raison pour laquelle nous l'avons fait, c'est parce que c'est un terroriste. Nous l'avons fait parce qu'il voulait incendier nos salles de classe. Il voulait attaquer nos professeurs. Il voulait attaquer nos étudiants. Juste parce que j'ai débattu de l'idée, vous savez, de faire un serment socialiste. Donc, vous savez, il y a eu des périodes très difficiles. Des personnes influentes m'ont conseillé de quitter le pays rapidement car je risquais d'être arrêté. En fait, mon cousin était en prison depuis 3 ans pour des raisons politiques. Alors je suis venu aux États-Unis d'Amérique, tu sais, donc c'était vraiment une histoire folle. Mais ce n'est même pas proche d'être la pire au Venezuela. En fait, la mienne a eu une fin heureuse. Les Vénézuéliens, en ce moment, font face à un véritable monstre très dangereux.
Un gouvernement qui te poursuit si tu fabriques un t-shirt et que tu essaies de le vendre, s'il porte un message politique contre le gouvernement. Un gouvernement qui te poursuit si tu publies un mème sur Twitter qui se moque de Maduro. Donc, nous avons affaire à un véritable gouvernement totalitaire. Et quand je parle de l'importance que les États-Unis devraient avoir pour essayer d'arrêter ce régime, je ne le dis pas parce que je veux voir le pays où je suis né et où j'ai grandi libre. Je ne le dis pas seulement pour cette raison. Comme vous pouvez le voir, j'ai en fait un amour profond pour l'Amérique. Je me suis assimilé à la culture et au système. Et en fait, ma loyauté en ce moment va aux États-Unis qui m'ont ouvert leurs portes et m'ont donné la liberté, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi je soutiens en fait une pression maximale sur le régime de Maduro. Parce que je comprends que les États-Unis s'en porteront mieux. Vraiment. La vie des Américains sera meilleure s'il y a un changement de régime au Venezuela, s'il y a la liberté au Venezuela. Je le crois vraiment, vraiment. Nous sommes heureux de voir que vous êtes en sécurité et que vous vous opposez au régime vénézuélien. Et je sais que vous voulez parler de l'élection du maire de New York, je ne sais pas si je le dis correctement. Et vous voyez l'un des candidats démocrates, Zoran Mandani, et vous pensez que certaines de ses politiques, comme le supermarché qu'il veut que le gouvernement gère, ne sont pas appropriées? Alors peut-être pouvez-vous partager ce que vous voyez et quel avertissement vous avez pour le public. Oui, Zoran Mandani. Il a remporté la primaire à New York, donc il est très probable qu'il devienne le prochain maire. Maintenant, laissez-moi commencer par ceci. Il ne va probablement pas détruire complètement New York, parce que nous parlons d'une ville très emblématique. Il ne va pas détruire le pays parce qu'il ne sera qu'un major, il aura un pouvoir limité. Cependant, ce qui était vraiment dangereux avec ce personnage, ce n'est pas seulement qu'il va causer des problèmes et diminuer la qualité de vie des New-Yorkais, mais il construit et a créé un mouvement politique qui normalise les idées les plus dangereuses, anti-américaines et immorales que l'on puisse imaginer. Donc il s'est même exprimé en faveur de la saisie des moyens de production, de la nationalisation des moyens de production. Chavez en a aussi parlé au Venezuela, et il l'a fait. C'est dangereux, totalitaire, contraire aux droits de propriété et inefficace. Cela n'apporte pas la prospérité. Il parle de geler le contrôle des loyers. Il veut contrôler les prix. Ça ne marche pas. Pour faire baisser les prix, il faut construire plus. Il faut encourager les entreprises privées à construire plus. Donc, vous avez l'offre et la demande aident, et les gens peuvent se loger. Vous devez essayer de contrôler l'inflation, en dépensant plus, en produisant plus, en dépensant moins, en produisant plus. Donc ce sont les politiques que vous devez adopter. Mais il promet de geler les prix des loyers, ce qui détruirait le secteur de la construction. Et cela s'est aussi produit au Venezuela. Il veut construire des logements publics. Vous ne voulez pas que le gouvernement construise des maisons. Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement doit faciliter au mieux la construction de logements par des acteurs privés. Quand le gouvernement construit des maisons, la qualité ne sera pas bonne. Ils dépenseront beaucoup d'argent et ne vous donneront une maison que si vous soutenez le gouvernement, comme au Venezuela. Le gouvernement n'arrive même pas à gérer efficacement le service d'immatriculation. Pourquoi voudriez-vous que le gouvernement gère une épicerie ? C'est aussi une idée très dangereuse. Donc, on dit toujours, et je pense que même à gauche comme à droite, nous ne faisons pas confiance aux politiciens. Nous ne faisons pas confiance au gouvernement. Ils sont corrompus et ne servent pas le peuple. D'accord ? Pourquoi confier aux politiciens le pouvoir de vous nourrir ? Pourquoi voulez-vous donner aux politiciens le pouvoir de fournir un logement ? Pour couvrir vos besoins fondamentaux. Si vous voulez vraiment couvrir vos besoins fondamentaux, vous voulez un gouvernement aussi petit que possible. Et cela crée l'environnement qui vous donne la liberté de travailler pour vos propres affaires. Donc Mandani est-il socialiste ? Oui, il l'est. Il propose des politiques socialistes. Propose-t-il les mêmes choses qui ont été appliquées au Venezuela ? Oui, il le fait. Le Venezuela est un régime totalitaire très moral. Mais la raison pour laquelle les gens meurent de faim n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression. J'apprécie la liberté d'expression, essentielle à une société libre. Et peu importe si l'économie est bonne ou mauvaise, nous avons besoin de la liberté d'expression. Mais la raison pour laquelle des enfants meurent de faim n'est pas due au manque de liberté d'expression. C'est à cause du manque d'opportunités, c'est à cause de l'inflation, c'est à cause du manque de nourriture, c'est à cause de la rareté. Et cela a été créé par des politiques socialistes.
Et je dis cela, et je fais cette distinction, parce que parfois les gens supposent simplement que, oui, tout ce qui s'effondre est juste, vous savez, un manque de liberté d'expression. Non, la liberté d'expression est sans doute la plus importante. Mais des politiques socialistes ont effectivement été appliquées au Venezuela. Et une autre chose dont Mandani a parlé, c'est qu'il faut taxer les riches et que les milliardaires ne devraient pas exister. Ça peut convenir à certains, surtout si vous êtes jeune et sans moyens pour un logement. Vous avez des prêts étudiants, et vous vous sentez pessimiste quant à l'avenir, et vous avez des raisons de vous sentir pessimiste quant à l'avenir. Mais les raisons pour lesquelles les choses ne vont pas dans la bonne direction ne sont pas dues à un manque de marché libre. Désolé, ce n'est pas dû à un excès de marché libre, ni à un gouvernement trop petit. Non, en fait c'est parce qu'avec le temps, les États-Unis, surtout New York, ont bâti un immense État-providence. Cela complique la situation. Et le code fiscal rend plus difficile la création de valeur par les investissements. Et il y a un système tellement réglementé, où le gouvernement est tellement grand, que cela complique la vie de tout le monde. Il affirme que les milliardaires ne devraient pas exister, ce qui plaît à certains. Mais si vous preniez toute la richesse actuelle, celle des milliardaires, vous ne pourriez couvrir le budget fédéral américain que pendant moins d'1 an. Dire que les milliardaires ne devraient pas exister peut sembler bien. Cela améliorerait votre vie, mais en réalité non. Donc oui, Mandani est socialiste. Il promeut les mêmes politiques que Chavez promeut. Il n'est peut-être pas anarchiste. Il ne va pas forcément créer un super État totalitaire. Cependant, ces politiques détruiraient à coup sûr l'économie de New York. Il risque de ne pas le faire car son pouvoir sera limité. Mais le fait qu'il crée un mouvement politique affirmant qu'il ne devrait pas y avoir de milliardaires. Nous devons nationaliser les moyens de production. Nous devons nous attaquer aux entreprises. Nous devons geler les loyers. Ce fait en lui-même est très dangereux et nous devons lutter contre cela. Parce que ce n'est pas seulement le Venezuela. C'était aussi l'Allemagne de l'Est. C'était la Corée du Nord. C'était la Chine de Mao. C'était Cuba. C'était la Corée du Nord. Et le contraste était là. Les économies de marché libre sont 10 fois plus riches que les économies socialistes en termes de produit intérieur brut par habitant. Le Venezuela, 4e économie dans les années 1950, connaît aujourd'hui la plus grande crise de réfugiés de l'hémisphère occidental. Donc, ce que nous devons faire, c'est adopter la liberté. Nous devons adopter les valeurs américaines, le capitalisme, les marchés libres et la libre entreprise. Nous devons combattre les idées socialistes collectivistes qui cherchent à détruire l'Amérique et nos libertés, car c'est un autre enjeu. Le socialisme va à l'encontre de la liberté individuelle parce que c'est une doctrine, c'est une philosophie politique qui privilégie l'égalité plutôt que la liberté. Toi et moi, Sam, sommes différents, avec des parcours et des rêves distincts. Nous ne sommes probablement pas d'accord sur certaines choses, et c'est très bien. Et nous allons prendre des décisions différentes. Si nous sommes différents et que nous avons la liberté, nous aurons des résultats différents. Et c'est très bien. Des différences de résultats ne sont pas mauvaises. C'est la pauvreté qui l'est. Pour la combattre, il faut la liberté. Vous avez besoin du capitalisme car... Bien sûr, beaucoup de gens ne soutiennent pas le Texas, surtout Porto, ni ceux venant du Texas. Regardez Austin, où les loyers ont chuté de 20% l'année dernière. Simplement parce que le gouvernement approuve plus de bâtiments, plus de condos, et l'offre augmente, les prix baissent. Même ici à Houston, pas autant qu'à Austin, mais ça arrive. Ouais, l'offre et la demande. L'offre et la demande. C'est très basique. En fait, c'est encore plus basique et facile que ce que les gens pensent vraiment. Merci beaucoup pour votre gentillesse et le partage de vos informations. Et je mettrai le lien de votre Twitter ci-dessous. Y a-t-il autre chose que vous voulez que nous partagions pour que le public puisse vous trouver? Mon compte Instagram. J'y suis aussi très actif. Eh bien, merci Sam. Avec plaisir. Et j'espère que vous passerez une bonne journée. Vous aussi, merci. Si vous vous inquiétez de la façon dont l'intelligence artificielle change tout, les emplois, les industries, l'éducation, même l'économie, vous n'êtes pas seul. Selon un rapport de l'université Rutgers, 70% des travailleurs américains craignent l'utilisation de l'intelligence artificielle par les employeurs. 3 sur 10 craignent que leur emploi ne disparaisse complètement. Même les experts partagent ce sentiment. De nombreuses études ont montré que d'ici 2030, 30% de tous les emplois seront automatisés par l'intelligence artificielle et 44% des travailleurs seront remplacés.
C'est pourquoi vous devez faire attention si vous voulez éviter de devenir une victime. C'est pourquoi j'ai récemment fait une vidéo YouTube expliquant en détail ce qui se passe en coulisses et comment les gens se préparent non seulement à survivre, mais aussi à profiter de la révolution de l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de devenir programmeur ou de créer le prochain ChatGPT. Il s'agit de comprendre où se trouve le véritable levier à mesure que l'intelligence artificielle évolue et comment des personnes ordinaires l'utilisent pour construire dès maintenant une trajectoire professionnelle plus sûre. Si vous doutez de l'avenir ou êtes curieux de vos options, regardez cette vidéo sur YouTube via le lien en description ou la fiche à l'écran.